Let the Right One In, ou Morse en français, est un film fantastique suédois réalisé par Thomas Alfredson dont c'est ici son premier long métrage. Il est sorti en Suède le 24 octobre 2008 et en France le 4 février 2009. Il s'agit d'une adaptation du roman Låt det rätta komma in ou Laisse-moi entrer de John Ajvide Lindqvist. Le film connaîtra un tel succès que seulement quelques semaines après sa sortie, un remake sera mis sur les rails avec Matt Reeves aux commandes, le réalisateur de Cloverfield et du récent La planète des singes, l'affrontement. Si j'ai choisi de parler de ce film, c'est parce qu'il figure dans la liste des meilleurs films que j'ai vus de ma vie, par sa simplicité, sa pureté, mais aussi sa noirceur et son histoire. Le film prend place dans les années 80, dans la banlieue de Stockholm, et raconte l'histoire d'Oscar, un jeune garçon de 12 ans, maltraité par ses camarades de classe, qui fera la connaissance d'Ellie, sa nouvelle voisine, qui se révélera être un vampire. Pas de stress cependant, le film ne repose absolument pas sur cette révélation. Le fantastique est d'ailleurs placé ici pour autre chose. En effet, l'élément principal de cette histoire, c'est la relation qui unit Ellie et Oscar. C'est une véritable histoire d'amour, d'autant plus forte qu'elle met en scène des enfants. En ce sens, c'est également un récit d'initiation, Ellie étant à la fois l'objet de son amour et son mentor. Ce qui m'amène à une des premières grandes qualités de ce film, c'est son casting. Pour commencer, Carré Darbrandt, qui joue Oscar, est plutôt convaincant, son jeu est tout en retenue et il arrive à faire passer pas mal d'émotions, notamment la tristesse, à travers ses yeux bleus glacials. Cependant, je pense qu'il manque de naturel sur certaines scènes, son jeu étant parfois un peu trop robotique, trop appuyé, mais cela n'est qu'un détail, et je dois avouer qu'il est quand même très attachant, dès les premières minutes du film. Cependant, la véritable révélation est pour moi Lina Lee Andersson. Sa prestation est juste incroyable. Son personnage en lui-même est assez compliqué, notamment à cause de ses origines. Origines d'ailleurs volontairement écartées dans le film. Un élément est seulement suggéré au détour d'un rapide plan vers la fin, mais comparé à ce que nous révèle le livre, on reste pas mal dans le flou. Elle propose donc un jeu tout en nuances, parfois froide et antipathique, parfois douce et chaleureuse. A savoir également que ce n'est pas sa vraie voix qui a été utilisée pour la bande sonore finale, ce qui n'a rien à voir avec la qualité du jeu de l'actrice, mais qui est un choix délibéré du réalisateur par rapport au passé de son personnage. Je vous laisse lire le livre pour découvrir pourquoi. Mais cette relation, au-delà du jeu de ses acteurs, est magnifiée par la mise en scène d'Alfredson. Il opte ici pour la sobriété, et fait appel à Hoyte van Hoytema pour la photographie. Ce dernier est le chef opérateur du récent Interstellar ou encore du film Spectre, le dernier James Bond. Alfredson utilise beaucoup de plans fixes et de surcadrage pour souligner la lourdeur et le climat gelé de cet environnement. Malgré tout, le film est tout sauf désagréable. Aucune baisse de rythme, la tension monte au fur et à mesure sans jamais perdre son souffle. Le metteur en scène choisit de structurer visuellement son film parallèlement à l'évolution psychologique d'Oscar. Voilà pourquoi beaucoup de longues focales sont utilisées en première partie de film, découpant les personnages du décor et créant une très faible profondeur de champ pour entrer pleinement dans leur psychologie, pour ensuite basculer en focales plus courtes, signifiant la capacité des personnages à affronter leur environnement. La beauté des plans est soulignée par une partition musicale de génie, composée par Johan Söderqvist. Beaucoup d'analyses ont déjà été effectuées sur ce film, c'est pourquoi je ne me lancerai pas forcément dans quelque chose d'aussi complexe et rigoureux. Mon seul intérêt étant de vous donner l'envie de découvrir ce film et parallèlement de lire le livre original, bien plus riche et complexe. Néanmoins, ce que je trouve absolument génial dans l'œuvre cinématographique, c'est la capacité qu'a eu Thomas Alfredson de cristalliser toute la puissance émotionnelle et mystique d'un roman de plus de 500 pages en un film de moins de 2 heures. Lorsque j'ai lu le roman quelque temps après, j'y ai découvert un récit encore plus sombre, glauque et complexe. Alfredson a choisi d'aller à la simplicité, de mettre en avant une histoire d'amour qui n'est pas forcément l'élément central du livre, ou qui n'est, du reste, pas en situation de monopole. Alfredson a donc fait des choix décisifs dans la matière originale pour proposer un film plus épuré en termes de scénario, mais plus intense en termes d'émotion. De fait, nous sommes captivés du début à la fin par ce mythe revisité, l'utilisation d'enfants en tant que personnages centraux proposant un contraste tonal extrêmement efficace et rapprochant des figures pourtant opposées. Le beau et le laid, le pur et l'impur, le vivant et le mort, le noir et le blanc, le mâle et la femelle. Malgré donc toute la noirceur de son univers diégétique, Let the Right One In est un film plein d'espoir qui ne vous laissera pas indifférent.
Il reste encore aujourd'hui l'un des chefs-d'œuvre cinématographiques qui m'ait été donné de voir. L'année prochaine, cela fera déjà 10 ans que le film est sorti, et celui-ci ne doit en aucun cas être oublié. Ça valait bien une petite vidéo.